time, man has been fascinated by the mysterious, the unexplained, the unknown. Consider, if you will, the legend of the lamp. Looks like something out of Arabian Nights. Oh, is it okay if I open it? No, honey, I wish you wouldn't. But think twice before you make a wish. One thing, though, about the warning on the inscription. What's that? The former owner should have read it. You've uncovered another King Tut's curse, huh? For within it lurks the unleashed power of death and destruction. It can take any form. Strike any time. Anywhere. Alex knows. I don't think I like this. Quit worrying. You will before the night's over. And soon her friends will too. I guess you've got to send to Miss Wallace. What's the matter? Afraid? That there is no way on Earth Something's wrong. to put an end to the terror. What can you do? There's got to be an answer here. But what is it? This can't be happening. The lamp. Make a wish, if you dare. Hello, welcome, bienvenue, benvenuti. En cette période d'octobre 2025, je tenais à vous faire partager aujourd'hui un petit film, un slasher surnaturel que j'avais découvert à l'époque au vidéoclub, en location VHS, une période qui me manque tant, mais bon, faut vivre avec son temps, comme on dit. En l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler du slasher The Lamp, connu également sous le titre The Haunting ou en France, La Lampe. Un slasher de 1987, pas spécialement populaire, mais qui a de son petit charme, surtout pour ceux qui apprécient, on va dire, Aladdin et son génie. Quoique. Pour la petite histoire de ce film, on se retrouve en période 1700 sur un immense bateau où on découvre tout un tas de cadavres dans différents états. Et nous découvrons assez vite une dame voilée tout en noir, qui semble pas spécialement dans un bon état aussi. On ne sait pas si elle a été blessée ou que sais-je encore. Et on tombe assez rapidement, toujours sur cet immense bateau, sur une lampe. Passé cette scène, nous revenons sur le présent où nous faisons la connaissance de 3 caïds. Je dis bien 3 caïds composés de 2 hommes et une femme. Une bande de caïds qui décide de s'en prendre à une vieille demeure, appartement à une vieille femme, où en l'occurrence, il souhaite dérober tout son trésor. Lots of cash, right? Piles of it. Let's go get it. Cette petite bande de caïds décide de tout saccager jusqu'à trouver leur butin. D'un autre côté, nous découvrirons cette femme âgée qui, elle, de son côté, ne comprend pas trop les bruits qu'elle entend. Jusqu'au moment où ces brutes vont débarquer dans la pièce où elle est, à savoir une chambre, jusqu'à lui faire du mal pour trouver le fameux trésor. What do you want here? She got a point there. Where's the money? You don't show me where it is, I'm gonna take this axe, trash this place. Let's get out! L'un d'entre eux se montrera d'ailleurs particulièrement violent et vulgaire. Where do you hid the money? Where do you hid the money?
I ain't got time to wait for you, old hag! Better tell him, witch. Where's the money? Jusqu'au moment où il arrivera enfin à trouver le fameux butin, le fameux trésor qui s'avérera la lampe qu'on avait découvert au départ. Ah, get it! I found it! I found it! Pensant y trouver quelque chose à l'intérieur, l'un d'entre eux malmènera particulièrement cette lampe jusqu'au moment où il voudra y passer sa main dessus, un peu comme le fameux Aladdin l'a fait. Et ce qui se recachera à l'intérieur ne sera pas ce qu'il aurait aimé voir. La nuit étant passée, la police sera bien évidemment dépêchée sur place, y découvrant une scène d'une rare barbarie. Be careful. C'est ainsi qu'ils découvriront sur place la fameuse lampe. Mais ne sachant pas trop quoi en faire, ils la confieront auprès d'un département qui s'occupe des objets antiques. C'est donc de cette façon que nous ferons connaissance de ces deux spécialistes qui, accessoirement, travaillent également dans un musée. Let's see what we have. Look at the steel. This could be valuable. Bien entendu, l'un comme l'autre chercheront à remonter l'histoire et l'origine de cette fameuse lampe jusqu'à y trouver des choses très étranges. Al, you're not going to believe this. I finished the chemical dating. That hunk of metal dates back 3,500 BC. Interpreting the inscriptions have been another problem, though. Nous ferons donc connaissance un peu plus avec un des deux personnages, en l'occurrence le Dr Wallace. Dr Wallace qui a une fille lycéenne vivant à ses côtés et qui semble avoir des rapports assez conflictuels avec son père, probablement dû au fait qu'il a refait sa vie avec une autre femme ou alors du fait qu'elle trouve qu'il s'implique pas assez dans sa vie. You know, since Mom's been gone, you're hardly ever home anymore. I mean, all I ever hear from you are criticisms or direction. I mean, it's like I might as well not even have a dad. It's like you were gone too or dead. Sometimes I even wish you were. Sa fille qui, comme je le disais, va au lycée, a bien entendu un petit ami, des amis, et fait face également à d'autres petits problèmes, en l'occurrence deux sacrés petits loustiques qui, dans le lycée, sont amenés à foutre le bordel, tout simplement, mais seront vite remis à leur place. Le personnage d'Alex, fille du Dr Wallace, sera amené à faire une découverte, en l'occurrence un objet qui, sans le savoir, est en lien avec la fameuse lampe. Alex et ses camarades de classe auront une excursion au sein du musée où travaille son père, mais Alex et ses amis auront d'autres choses en tête, à savoir passer la nuit au sein du musée. I think you'll find a lot of interesting things here. So, if you'll just step over this way. I'm serious. It'd be great to be in here overnight. What are you guys doing? Trying to get Alex to fix it so we can stay in here overnight. It'll be great, huh? Huh? Hélas pour eux, ils découvriront que cette nuit n'est peut-être pas la chose la plus brillante qu'ils ont trouvée. Et toutes les personnes qui réuniront dans ce musée découvriront l'effroyable vérité derrière cette lampe.
Lamp ou The Outing, ou dans son titre en français La Lampe, fait partie de ces petits films des années 80, en l'occurrence slasher surnaturel, pas spécialement les plus connus. Au final, je dois dire que j'en ressors assez moyennement satisfait. Les choses intéressantes, pour ma part, en tout cas, c'est ce début du film où ça se déroule sur un paquebot, hein, un immense bateau de pirates, je sais ce que je pense, où, comme je le disais, était jonché de divers cadavres dans divers états, où l'on voit également un personnage féminin habillé tout en voile. Et c'est assez dommage que ce moment-là n'ait pas un petit peu plus prolongé. Je dirais même que ce moment-là, c'est dommage qu'on la voit pas un petit peu plus tard durant le film. Hein. Je pense qu'il serait été sympa d'avoir quelques petits flashbacks. Pour ce qui est après de ce qui s'ensuit, à savoir le moment où la bande de caïds décide de s'en prendre à cette pauvre vieille femme dans sa résidence afin de trouver le fameux butin, en l'occurrence, comme vous le savez, la lampe, c'est pas une de mes scènes que j'aime le plus. Déjà que j'ai un petit peu le mal de la façon dont est traité le personnage de cette vieille dame, hein. Mais je trouve déjà les personnages assez insipides, je les trouve assez mal écrits. Hein. Enfin, vous me direz, c'est assez difficile des fois de mettre positivement en avant des bad guys, hein. Quoique il y a des exceptions. On découvrira au final que ce personnage de vieille dame reste en lien avec la personne qu'on avait vue au tout début du film, hein, voilée comme je le disais. Mais là aussi, plus tard, on n'essaiera pas un petit peu de creuser, on sera juste sur la surface et puis basta. Et puis donc vient ce moment, du coup, on s'attarde un petit peu plus sur le docteur Wallace, hein, avec notamment sa fille, où on découvre là qu'il y a vraiment un réel conflit entre les deux. Moi, mon avis, c'est que elle accepte déjà un peu, avec beaucoup de mal, le fait que son père ait refait sa vie avec une autre dame, hein, bien que cette dame est vraiment fort sympathique, surtout que elle travaille au sein du lycée où est sa fille, hein. Mais elle lui reproche un bref moment, le fait qu'il soit pas assez présent. Donc du coup, là, c'est quand même une image aussi de la société où il y a des fois des parents, du fait d'un travail particulièrement prenant, sont assez peu présents pour leurs enfants. Je n'essaie pas d'excuser cela, mais bon, viendra le moment où la fille découvrira, en l'occurrence la fille, comme je le disais, qui se nomme Alex, ou découvrira un objet, en l'occurrence un bijou, qui, sans qu'elle le sache, est en lien avec la fameuse lampe. En l'occurrence, la lampe, au départ, elle ne sait absolument rien du tout sur cet objet. Et durant la dispute qu'ils ont dans la cuisine, hein, avec son père, elle prononcera une phrase qui aura, on va dire, une certaine répercussion, hein, sur le reste du film. It's like you were gone too or dead. Sometimes I even wish you were. Après ces moments de tension entre père et fille, on s'appliquera un petit peu plus du coup dans la vie lycéenne du personnage d'Alex, et on fera notamment la connaissance de son petit ami avec qui elle s'entend vraiment très bien, avec qui d'ailleurs elle se confie sur les problèmes qu'elle rencontre, hein. Et on y fera également la connaissance de ces fameux deux petits caïds qui rappelleront entre guillemets classe 1984, et même dans d'autres films où il y a un petit peu de wesh, si je puis me permettre. Bon, après, je sais pas si c'est du fait de la période où c'est censé représenter, les années 80, mais ces fameux deux petits caïds sont plus amusants qu'autre chose, voire même un peu caricatural, hein. En tout cas, un moment où ils essaieront un petit peu de se la raconter, on va voir qu'au final, ils vont en prendre plein au cul. Et puis donc viendra cette scène où on découvre tous ces lycéens, notamment la classe d'Alex, qui sont dans le musée où travaille son papa avec son collègue, où ils voudront y passer la nuit. Le problème, c'est qu'ils sont un peu hésitants. Et c'est à ce moment-là que le fameux objet dont détient le personnage d'Alex, qui est en rapport avec la lampe, aura son petit effet. Entre-temps, on en apprendra un petit peu plus sur cette fameuse lampe, dont le docteur Wallace et son collègue rechercheront le plus de choses, hein, notamment sur son origine, et on découvrira du coup l'origine story du personnage qu'on a vu au début, et également de la petite vieille, si je puis me permettre. Do you remember the old lady killed in Seabrook? Yeah, it's terrible. I got a picture here
that's very interesting. What about it? That is the old woman that was killed in Seabrook. That's the girl's mother. Look closely. The lamp. That's our lamp, all right. C'est d'ailleurs dans ce musée qu'on y découvrira une des premières scènes de mort, hein, en tout cas dans ce lieu, qui est peut-être celle qui me plaît le plus, avec un personnage qui, à mon avis, aura un sacré bobo à la tête. Hein. C'est là qu'on va arriver dans un moment que je regrette beaucoup et qui fait partie de mes points négatifs pour ma part, c'est que finalement les personnages, pour éviter de se faire prendre par le veilleur de nuit qui traîne à l'intérieur du musée, au final auront l'idée de passer la nuit dans les sous-sols du musée. I found a place we can bunk down. Well, let's go get ourselves. Bon, vous me direz, cela permettra également aussi de masquer le budget alloué au film, hein, bien qu'au final on découvrira qu'il était assez important, hein, si je puis dire. Mais ces scènes dans les sous-sols nous feront de nombreuses scènes assez redondantes au final, de ce que j'appelle des films de couloir, puisque même de nombre de fois on va voir des couloirs qu'on a vu je ne sais combien de fois. Alors on essaiera un petit peu de cacher le truc avec un petit coup de peinture en plus, ou etc. Bon, j'exagère un peu, mais c'est vrai que toutes ces scènes dans le sous-sol font un peu défaut, font un peu tâche pour le film. C'est dommage. Moi personnellement, j'aurais beaucoup plus préféré que le film s'axe vraiment au sein du musée, hein, parce qu'au final, on y découvre quelques scènes qui ont d'ailleurs été réellement tournées dans un des musées. Mais c'est sous-utilisé, c'est dommage. Encore une fois, je me dis que forcément, c'est par rapport au budget, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Voilà, du coup, on se retrouve qu'avec des scènes tournées en studio, hein, et notamment on se retrouve avec des scènes par moments qui sont particulièrement longues, où ça part beaucoup. Alors bon, d'un autre côté, il y a les personnages, du moins certains personnages qui veulent en profiter, hein, bien entendu. Alors, qui dit va aller dans un musée? Qu'est-ce qu'on veut faire? Découvrir les choses qu'il y a dans le musée? Non. Aller s'enfermer dans des pièces pour faire des câlins. Outre faire des câlins, c'est aussi un lieu où on peut y prendre une douche. Et histoire d'y mettre un petit peu de piment, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'intégrer ces deux petits caïds pour embêter ces jeunes? Get the little bitch and her asshole boyfriend. Au final, leur présence n'aura pas une grande importance, hein, si ce n'est dans une scène où ils sont vêtus de choses qui, pour moi, s'apparentent à du satanisme, hein, en tout cas pour ma part. Hein. Le plus intéressant, c'est vraiment les différents mises à mort. Il va y avoir des mises à mort où les animaux sont utilisés, où il y a des choses surnaturelles aussi qui sont utilisées. Du coup, ça nous donne vraiment des mises à mort différentes d'autres slashers, et je trouve que ça fait partie déjà au moins des points positifs. Outre le fait où, comme je vous le disais, on a de nombreuses scènes de couloirs qui assez redondantes, hein, pour ma part, hein, et également ces personnages qui sont vraiment très peu creusés, vraiment totalement superficiels, assez insipides même pour certains. Je dirais même qu'au final que c'est le personnage d'Alex qui est le plus intéressant, hein. Mais ça fait aussi partie de ces petites choses qui me dérangent sur ce film. Alors bon, c'est vrai que dans les slashers, on n'a pas pour habitude d'avoir des personnages brillantissimes, vraiment très intéressants. Mais quand même, là, c'est vrai que c'est un peu bête. Puis surtout, il y a des scènes vraiment qui sont particulièrement longues, des dialogues qui ne servent à rien pour ma part.
Et puis vient donc voilà ce final où on découvre enfin ce qui s'y cache à l'intérieur de cette fameuse lampe. Hein. Pas spécialement un génie, hein, comme vous vous doutez. Je dois dire d'ailleurs que c'est plutôt bien fait. Hein. Alors, je pense en termes d'effets spéciaux d'époque en tout cas, et peut-être de l'animatronique. Hein. Je ne sais pas trop. Je trouve que c'est assez bien fait, même si la chose est assez droite hein, dans les diverses scènes où on l'aperçoit. Bon, si c'est censé être quelque chose de surnaturel, de puissant, qui peut aller d'un point A à un point B en un claquement de doigts, on se dit voilà que dans les scènes qui s'ensuivent dans les couloirs, ça peut paraître assez stupide. Voilà, ça fait partie encore des petites choses qui m'ont un petit peu dérangé, mais voilà, sur la chose en elle-même, je trouve qu'elle est assez bien faite, hein, du moins voilà pour l'époque et pour le budget qui a été alloué, qui comme je disais, voilà est un budget vraiment plus que pas mal hein, pour l'époque. Hein. On a ces toutes dernières minutes, hein, voilà, une dernière seconde dont j'avoue ne pas être fan, vraiment les toutes dernières secondes du film. Est-ce qu'ils avaient probablement une envie de faire une suite à ce film? Peut-être, mais en tout cas voilà, j'ai pas spécialement adhéré à... Quoi qu'il en soit, j'en ressors, comme je vous le disais au départ, moyennement satisfait. Voilà, pour toutes les raisons que j'évoquais, voilà, le fait de ne pas avoir creusé un petit peu plus, du moins de l'avoir montré un petit peu plus sur le moment où ça se passe sur le bateau, comme je le disais, de ce que je pense être des pirates. Je trouve que ça aurait été intéressant d'en voir un petit peu plus avec quelques petits flashbacks. Hein. Également, voilà, sur ce personnage arabe et le personnage âgé. Hein. Vous voyez, cette fois, je n'utilise pas le mot vieille. Je trouve que ça aurait été intéressant d'en voir un petit peu plus, mais après, c'est pas spécialement évident. Maintenant, voilà, dans les choses positives, comme je l'ai déjà dit, il y a des meurtres, voilà, qui ressortent des meurtres, plutôt des mises à mort qui ressortent un petit peu du lot, du moins par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans les slashers. Pour ma part, voilà, ça fait sa différence, c'est assez intéressant. Et puis voilà, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, ces nombreuses scènes de couloirs qui sont trop redondantes. D'ailleurs, ça fera un petit peu de tâche dans certaines choses que je vous parlerai juste après. Et puis voilà, ce grand final qui est un peu être entre deux pour ma part. D'un côté, voilà, je trouve des choses intéressantes, comme je l'ai évoqué. Et puis voilà, les toutes dernières minutes, secondes, qui sont décevants pour ma part. Au niveau des acteurs, on y retrouve dans ce film Deborah Winters, qui incarne le personnage de Eve Firrell, qui est également professeure au sein du lycée et également la petite amie du docteur Wallace. C'est une actrice qui avait déjà pas mal d'expérience, hein, puisqu'elle a débuté dans les années 60, en l'occurrence en 68, dans une série de la chaîne CBS. Hein, et puis on l'a revue également dans le nouvel Homme Invisible, une série de 1976. Hein. Après voilà, elle a également joué dans des films de science-fiction, dans des films d'horreur comme le film Blue Sunshine, hein, qui mélange du coup le côté vraiment SF, horreur, voire même un petit peu slasher, je dis bien un petit peu, du moins pour ceux qui ont déjà vu ce film. Et puis on l'a vu aussi beaucoup dans des téléfilms, dans des séries télé, enfin bref. James Houston, qui ici incarne le personnage du Dr. Wallace, également le père du personnage Eve, et surtout un acteur qu'on a majoritairement vu à la télévision. On peut notamment y compter Nash Bridges, Walker Texas Rangers, L'homme du président. Voilà, c'était des téléfilms en l'occurrence où il y en avait eu 2 avec Chuck Norris. Hein, et on l'a également vu dans Ray, le film biopic sur Ray Charles. Et on l'a revu également dans un autre film des années 80, si je me trompe pas, hein, en l'occurrence Powder, qui est un film avec Jeff Goldblum. Hormis ça, c'est également un acteur qui s'est investi aussi au niveau de la production et également en termes de scénarisation. Andra Saint-Ivanier, incarnant la fille du Dr. Wallace, Alex, donc, est malheureusement une actrice qu'on a très peu vue puisqu'on lui doit uniquement le rôle dans The Heist, également connu sur un autre titre, Payday. Malheureusement, hormis cela, elle a surtout été scénariste pour la télévision. Danny Daniels, qui ici incarne le docteur Theo Breching, et travaille donc du coup avec le Dr. Wallace,
et l'acteur de ce film qui est le plus expérimenté puisque sa carrière débuta au cours des années 50. Voilà, il a joué dans énormément de séries télé, voilà, dans par exemple Destination Danger, dans Le Saint avec Roger Moore. Il a également joué dans L'homme qui tombe à pic. Bien entendu, voilà, on l'a vu également dans Deux flics à Miami, etc. Après, en termes de films, j'ai surtout noté Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood? En dehors de ça, bah, je l'ai vu aussi qu'il apparaît dans un tout petit rôle dans Ace Ventura en Afrique. Hormis ça, bah, ça a été une carrière essentiellement ancrée sur la télévision. Et enfin, le réalisateur de ce film, je devrais même dire son seul et unique film, puisque il a tourné en dehors de ça que des clips vidéo. Donc, il a également fait l'acteur dans quelques productions et sinon il était scénariste. Donc voilà, ça a été le réalisateur d'un film, tout simplement. Comme je l'ai brièvement évoqué au cours de cette vidéo, le budget était quand même assez conséquent, mine de rien, puisqu'on vise un budget autour des 2 millions de dollars. Donc pour ce qui est lié au slasher, bien que ça soit un slasher surnaturel, c'est quand même assez confortable. Alors, des fois, je me dis, c'est aussi peut-être pour cela qu'ils ont utilisé les sous-sols du musée, ou du moins voilà ce qu'ils appellent les sous-sols du musée, de façon à se concentrer et avoir un budget conséquent, entre guillemets, pour pouvoir tourner déjà les différentes scènes dans le musée. J'en déduis que ça a dû être pas donné, et également, surtout, je pense, pour les scènes soit des mises à mort, les quelques effets spéciaux qu'il y a également au début, lorsque les personnages qui s'en prennent à la personne âgée, voilà, et ou alors sur la fin du film, lorsque le fameux génie maléfique apparaît. Je pense voilà que c'est pour ça qu'il y a eu 2 millions de dollars sur ce film. Malheureusement, ça a été un véritable échec puisque le film n'a fait pas plus qu'1 million de dollars en termes de box-office et c'est vraiment une grosse déception, du moins pour les producteurs, je pense à cette époque-là, voire même pour le réalisateur qui sans doute avait des idées derrière la tête. C'est comme ça. Le tournage du film débuta le 7 avril 1986, une bien belle année, et principalement dans le Texas. Tiens, c'est pas la première fois que je parle du Texas dans un film, Night Game. En l'occurrence, voilà, les scènes ont été tournées dans des studios, précisément au studio Texas Film Stage, et également à Houston pour pouvoir tourner les scènes dans le musée qui, comme je vous l'ai dit, est un réel musée. Le film sorta aux États-Unis le 11 septembre 1987 et, qui plus est, bénéficia d'une avant-première à Los Angeles. Tiens donc, malheureusement, le bouche-à-oreille n'a, je pense, pas très bien fonctionné au vu des résultats. Et qui plus est, le film n'est jamais sorti chez nous en France. Donc c'est un film qu'on a découvert directement en vidéo. En revanche, il est sorti tout de même en Allemagne, au Portugal et en Angleterre. Attention, en Angleterre, il est sorti uniquement en VHS. Et d'ailleurs, on pouvait y retrouver des scènes qui ont été rajoutées dans leur version. C'est assez rare pour le noter. Des scènes, par exemple, qu'on peut retrouver notamment dans l'édition de chez Pulse Store, en l'occurrence le début du film. C'est pour ça que ça donne un montage différent avec le montage américain et donc du coup le montage anglais. C'est assez étonnant, mais le début du film où ça se passe, comme je l'ai dit, dans l'énorme bateau de pirates, c'est quelque chose qui n'était pas présent dans le montage d'origine, qui a été coupé. On y retrouve également dans cette version des dialogues, notamment dans le musée, qui approfondissent un peu plus l'origine en rapport avec la lampe et d'autres petites choses. Bref, mine de rien, il y a quelques petites scènes, notamment des petits dialogues avec les 3 caïds qui s'en prennent à la vieille dame dans le second acte. Et voilà, mine de rien, c'est pour cela qu'il est sorti en Angleterre avec ses petits plus. C'est sur ce film que l'acteur Damon Merville débuta pour la toute première fois sa carrière dans le monde du cinéma et aussi pour la télé. L'actrice Deborah Winters, qui ici incarne le personnage d'Eve Farrell, professeur dans le lycée où est sa fille au personnage Dr. Wallace, incarne également d'autres personnages dans ce film dont je pense peu de personnes ont fait attention. En effet, au début du film, le personnage voilé arabe est incarné par cette actrice.
Également, on la retrouve dans un autre rôle, en l'occurrence le personnage de femme âgée. Et oui, c'est bien elle qui, sous ses couches de latex, voire même de maquillage, se cache derrière. Mais attention, pas que ça, puisqu'elle a même un autre poste, attention, qui là du coup est plus en entrée, puisque sur ce film, elle occupait le poste de coproductrice. Pas mal, dis donc. Concentrons-nous cette fois sur les petites erreurs techniques et autres faux raccords, puisqu'il y en a qui sont parsemés ici et là au sein du film. Peut-être y avez-vous fait également attention. En l'occurrence, il y a une scène qui intervient lorsque le père du personnage Eve est dans la cuisine, où il y a cette petite embrouille. On y voit le store au niveau de l'évier qui est complètement ouvert, laissant transparaître assez clairement le soleil. Et le temps d'un plan, lorsque le docteur Wallace quitte cette scène, le store est fermé et nous laisse du coup découvrir une pièce assez sombre, alors qu'aucun personnage n'y a touché. Étrange, hein? Autre petit faux raccord, en l'occurrence avec un personnage qui se situe dans un bureau, pour être plus précis, où il reçoit une lance. Bon, jusque-là, tout va bien. Sauf que cette lance-là, sur le premier plan, atterrit dans son torse, ou du moins à travers son torse. Et le plan suivant, on voit que c'est dans son ventre. Encore une fois, très étrange. Et enfin, dans les dernières minutes du film, en l'occurrence la scène avec le feu, on y voit des techniciens qui allument leur chalumeau pour supposer qu'il y a tout un tas de flammes qui en ressort. Enfin, pour terminer, en ce qui concerne le support physique, ce bon support physique que je chéris tant, comme vous le savez, pour ma part, je dispose de la VHS d'époque, la lampe, voilà, qui avait un visuel vraiment assez intéressant. Donc une VHS vraiment qui a, pas mal d'heures de vue, je vous le cache pas. Bon, bien entendu, on y compte aussi le DVD, The Lamp. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une édition néerlandaise, puisque malheureusement, ce film n'est jamais sorti en DVD, ou alors réédité il y a quelques temps, mais ça, je vais en parler tout de suite après. Et donc, comme je le disais, l'autre édition qui est sortie en Blu-ray, en l'occurrence, je parle de celle-ci, avec le fourreau, pour ma part, c'est celle que j'ai choisie, sortie chez l'éditeur Cool Store, éditeur qui d'ailleurs a sorti d'autres slashers, comme vous le savez, comme Nightmare, Cauchemar à Daytona Beach, donc, ou également l'autre slasher Fatal Games, les jeux de la mort. Là, en l'occurrence, cette édition, donc du coup, les jeux de The Lamp, tout simplement, c'est une édition que je trouve, sur le plan technique, m'a un peu déçu, je ne vous cache pas, puisque à divers moments du film, on est rempli de plein de petites fourmis, enfin tous ces petits pointillés. Il y a des moments aussi des petits craquements. Voilà, c'est pas pour m'amuser à critiquer vraiment l'éditeur, mais je trouve que pour une restauration, surtout en Blu-ray, c'est un peu dommage. Alors je sais pas ce qu'il en était au niveau du master d'origine, mais c'est vrai que ça m'a vraiment sauté aux yeux que il y a des moments, il y a même des baisses de régime au niveau vocal des personnages. C'est vrai que c'est assez étrange. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Je ne parle pas de cet éditeur. C'est également arrivé chez d'autres. Mais j'avoue que là, ça m'a sauté aux yeux. En tout cas, voilà. Ça n'empêche pas mine de rien, d'apprécier le film. Et c'est donc ainsi que j'en finis donc avec ce film, à savoir The Lamp. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. J'aurais fait en sorte vraiment de vous donner le plus de détails possible. Mais pas trop non plus. Faut essayer de faire attention, entre guillemets, aux spoilers. En tout cas, voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le découvrir, voilà, ou par l'intermédiaire du Blu-ray, voilà, simple, sans le fourreau, voire même éventuellement pour les aficionados en VHS, on ne sait-on jamais. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un film voilà qui a le mérite de proposer quelque chose d'un peu différent dans le surnaturel. Ça fait d'ailleurs penser un petit peu à The Boogeyman, voire même The Entity, par rapport là, comme je disais, à ce côté surnaturel.
Mais voilà, bon, il y a des choses qui sont un peu gênantes, hein, comme je l'ai évoqué sur ce film. Mais voilà, ça reste un film assez appréciable malgré tout. Il y a une certaine volonté de bien faire, mais bon, voilà, on peut pas tout non plus faire au mieux, ou du moins, on peut pas plaire à tout le monde. En tout cas, pour ma part, c'est un film qui n'est pas dans le haut du panier, mais qui n'est pas non plus dans le bas. Quant à moi, je vous dis donc à une prochaine vidéo. Je ne sais pas laquelle ce sera, mais j'espère qu'elle vous plaira. À une prochaine. Ciao, ciao!